Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler d'un ovni, d'un film sorti cette année et présenté à Cannes, qui n'est pas sorti au cinéma en France, hein, du moins pas à ma connaissance. Ce film c'est Mandy, réalisé par le Canadien d'origine italienne Panos Cosmatos, dont c'est le second long métrage, avec dans le rôle principal Nicolas Cage. Alors, pourquoi un ovni? Parce que ce film se présente comme une sorte de thriller d'action horrifique, mais il va au-delà, dans un onirisme pur, dans un côté même kitsch, volontaire pastiche intense. C'est assez rare pour le signaler et le souligner. Ce film semble être sorti tout droit des années 80, et d'ailleurs, l'histoire se déroule dans les années 80. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Red Miller, donc joué par Nicolas Cage, qui vit tranquille, mais un petit peu en mode isolé et assez sombre quand même, avec sa petite amie, une artiste qui s'appelle Mandy. Voilà, ils sont un peu coupés du monde et tout. Mais un beau jour, Mandy a un petit peu pété un plomb, on sait pas trop quoi, elle rêve, machin, de certaines choses, et elle est attirée par un gars qui est en fait gourou d'une secte, un ancien chanteur, qui s'appelle Jeremiah Sand, et ce mec tombe totalement sous le charme, enfin sous l'obsession même de cette femme, qui veut récupérer à tout prix. Il la kidnappe, une bonne nuit, il la kidnappe. Et malheureusement pour cet homme, complètement cinglé, la fille se fout de sa gueule, ne le prend pas au sérieux et tout, et décide de se venger. Et il brûle Mandy, une sorte de bûcher, sous les yeux de son petit ami Red, qui va péter un plomb. À partir de là, Nicolas Cage se met en mode berserk total, il rentre dans la folie ultime et il va partir dans un road trip sanglant pour se venger de ceux qui ont tué sa femme. Donc, du gourou à ses adeptes, en passant par des bikers un peu qui ressemblent à une sorte de monstre horrifique et tout. Bref, ce film est extraordinairement unique en son genre, du moins pour l'année 2018. Comme je l'ai dit là en intro, c'est typique années 80, cette folie-là. Dans ce côté à la fois gore, pastichot, qui repousse toutes les limites, on se retrouve dans une sorte ici de référence, on va dire, sans fin à des films comme Evil Dead, Hellraiser, à d'autres œuvres de Carpenter par exemple. On a même un côté David Lynch, on a un côté David Lynch par moment, sur les passages oniriques et presque rêvassés des personnages. Et on entre dans une folie sans fin et sans limite, clairement. C'est un film sur la folie. D'ailleurs, toute l'imagerie, tous les sons et tout sont basés sur sur ce côté hors du temps, ce côté la réalité a disparu. Beaucoup de références au rouge, c'est partout présent. La plupart du film se déroule dans l'obscurité ou dans le rouge. Le rouge qui représente la folie, le sang, la vengeance, le démon, puisque voilà, secte plus ou moins sataniste derrière là. Donc on est dans cette imagerie-là. La bande-son est géniale, vous l'entendez peut-être en fond derrière. Elle sert parfaitement la folie du film. Une bande-son qui démarre sur le morceau Starless de King Crimson, un groupe rock progressif anglais hyper connu. Un morceau issu de l'album Red, ça ne ment pas. Le personnage principal s'appelle Red, etc. Et puis vous avez la bande-son très carpenteresque, que vous entendez là d'ailleurs en ce moment, du regretté compositeur islandais Jóhann Jóhannsson, qui nous a quittés en février dernier. Un gars qui avait fait les BO de Arrival, Premier Contact ou Sicario, et qui devait faire celle de Blade Runner 2049, puis qui a été un peu éjecté au dernier moment. C'est l'une des bandes son de l'année, pour moi, en tout cas qui colle parfaitement au film. On est vraiment dans une ambiance années 80, jusqu'au boutiste, mais assez imaginaire, comment on appelle ça, voilà, dans la rêverie totale, et c'est parfait, quoi, c'est parfait. Donc niveau visuel et sonore, c'est l'un des meilleurs films de l'année pour moi. L'esthétique est géniale. Après, on peut revenir sur le scénario. Le scénario est basique, clairement. Voilà, les gars qui pètent un plomb, qui tuent quelqu'un et le conjoint de cette personne va se venger en mode sans limite et tout. Ok, d'accord, ça s'est vu 1000 fois et tout. Même le contexte, plus ou moins secte, sataniste et tout, ça s'est déjà vu. Mais franchement, mis bout à bout avec tout ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre dedans, c'est parfait. D'autant plus que la tonalité du film se veut à la fois hyper sérieuse et glauque, mais volontairement décalée second degré pastiche aussi.
clairement. C'est évident. Il y a des scènes qui sont série Z, mais voulues. Des combats, par exemple, voilà, dans la seconde partie, il y a quelques combats complètement fous. On voit Nicolas Cage se donner à fond en mode cabotinage ultime, mais clairement contrôlé et voulu. Alors, par exemple, il tue un des bikers à un moment, il se retourne vers la caméra avec un sourire comme ça. Mais c'est génial, ça. C'est génial. Les gens ont pris, enfin les gars qui ont tourné là-dedans, que ce soit d'ailleurs du réal aux acteurs, ont pris un malin plaisir à s'amuser aussi, avec plein de références, plein de clins d'œil. Et ça, c'est vraiment osé. Et c'est d'autant plus dommage que ce film aurait pu passer inaperçu. Heureusement, il a été présenté à Cannes, mais il n'est pas sorti dans une salle obscure, à ma connaissance, en France. Enfin, du moins a posteriori. Et quel dommage, parce que ce genre de film, visuellement et sur le plan sonore, dans une grande salle de cinéma, avec le bon son et tout, et qui va avec, putain, ça doit péter. Ça doit faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà que là, sur un petit écran, sur une télé, ça passe super bien. Vous imaginez bien sur un grand écran. Quel dommage. Mais bon, c'est un film indépendant, clairement, qui a été un petit peu, monté avec certaines bouts de ficelle, par quelques bouts de ficelle, par pas mal de producteurs secondaires, si ce n'est un, quand même assez connu, l'acteur Elijah Wood. Vous savez, celui qui a fait Frodon Sake dans Seigneur des Anneaux, qui adore les films d'horreur et tout, et qui a jeté son dévolu là-dessus, et qui a coproduit le film. Voilà. Et il n'y a pas joué dedans. C'est presque dommage, j'aurais pu faire un petit caméo et tout. Non, franchement, voilà, genre de film indépendant qui aurait pu passer inaperçu, qui n'aurait peut-être même pu ne jamais se faire, qu'il faut voir. C'est important qu'il y ait des films comme ça aujourd'hui parmi les blockbusters et les trucs aseptisés qu'on peut voir à droite à gauche. Alors certes, ici, on a plein de clins d'œil sur pas mal de trucs qui ont déjà été faits, mais on perd 30 ans. On perd facilement 30-35 ans en regardant ce film, enfin, façon de parler. On se retrouve plongé dans les délires à la Carpenter et compagnie, vraiment. Et ça passe super bien, quoi. Puis Nicolas Cage, quoi. Quel culot d'accepter ce genre de rôle. Le gars, de toute façon, il a tout fait dans sa carrière. Il a connu le haut comme le bas. Ça fait plusieurs années qu'il fait des films très moyens, il faut l'avouer. Mais là, il s'est lâché. Il s'est lâché. On voit qu'il a pris plaisir à faire ce film. Il s'est lâché à fond. Que ce soit dans un acting touchant, hein, le moment où il perd sa femme, on le voit, enfin c'est violent quand même, ou dans son cabotinage, voilà, face caméra et tout. Le mec s'est lâché, s'est fait super plaisir, ça se voit. Et c'est intéressant de voir des acteurs comme ça reconnus, qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont plus rien à jouer dans leur carrière, on va dire. Ben, se donner à fond dans un film qui restera probablement secondaire dans l'esprit de la plupart des gens, ben, ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir. Il y a cette scène, juste après la mort de sa femme et tout, où il se retrouve, où il réalise ce qui s'est passé, il se retrouve dans sa salle de bain en slip, en train de gueuler et pleurer. C'est à la fois déchirant et à mourir de rire. Voilà, ça renvoie, voilà, par exemple, à des œuvres à la Stuart Gordon, quoi, le gars en slip. On l'a vu, on voit ça dans From Beyond, par exemple. Bon, mais non, c'est pourquoi en slip, quoi. C'est vraiment voulu, quoi. Il y a la touche ridicule dans une scène terriblement poignante, quoi. Enfin, moi j'aime bien cette dichotomie-là dans certains films comme ça. Et d'autant plus quand ça touche l'horrifique ou le violent, qui cette touche d'humour un peu qui sort de nulle part. Moi je trouve ça totalement délirant. Alors évidemment, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde. C'est pas le meilleur film de l'année non plus, on va l'avouer, hein, quand même. Même si pour moi, au niveau esthétique et sonore, ça fait partie des meilleurs films de l'année. Voilà, c'est une claque visuelle, c'est une claque sur la forme, c'est une claque. Même dans la réal, hein, c'est super bien fait. Mais après, bon, l'histoire, voilà, en elle-même, on s'en fiche. Franchement, je sais, le film, voilà, il se termine comme il se termine, il se déroule comme il se déroule, on s'en fiche de l'histoire. On prend une claque visuelle et on suit les réactions des personnages comme ça. On sait comment ça va se terminer, de toute façon, il n'y a aucune surprise véritable. Voilà, il y a un bain de sang, machin, évidemment, hein. Mais on s'en fiche. Ce film, c'est un film sur la forme, quoi. Ils ont voulu, enfin, Panos Cosmatos, j'ai pas vu son film d'avant, mais il a voulu ici, je sais pas si c'est pareil dans son film d'avant, il a voulu mettre en avant le visuel et le sonore, et c'est vraiment bien joué. C'est vraiment bien joué parce qu'on prend un pied incroyable. Voilà pourquoi je mets un bon 8 sur 10 à ce film. Alors je sais pas s'il rentrera dans mon top 10 de l'année, parce que c'est tellement à part allez classer ça. C'est un peu comme Under the Silver Lake, quoi. C'est des films totalement à part où tu vas pas forcément chercher à comprendre l'histoire ou à rentrer dans l'histoire à fond. Même si c'est pas pareil dans Under the Silver Lake quand même. C'est beaucoup plus sur le côté enquête et tout. Mais voilà, c'est des films c'est sur le visuel que
que tu prends ton pied avant tout. Et l'histoire en elle-même, voilà, c'est ce qui manque peut-être, que ce soit Under the Silver Lake ou celui-ci, c'est ce qui manque à ces films. Vraiment un scénario et un truc où on va accrocher à fond, et un truc encore plus original sur le déroulé de l'histoire qui va nous faire donner envie de classer ça dans les chefs-d'œuvre. Quoique Under the Silver Lake, c'est quand même original aussi. Mais bon, c'est peut-être un peu trop fou, c'est le genre de film, sont peut-être un peu trop fou pour rentrer dans les hautes sphères de ce qui nous marquera encore pendant 50 ans, j'en sais rien. C'est ce qui manque à ces deux films d'ailleurs pour les classer à la manière d'un Mulholland Drive de David Lynch, quoi. Parce que ça, c'est le truc parfait, quoi. David Lynch, en réalisant Mulholland Drive, il a fait le truc parfait, quoi. Que ce soit sur le fond ou la forme, c'est magnifique, quoi. Mais en tout cas, voilà, Mandy, je vous conseille, si vous aimez les sensations fortes, pas forcément avoir peur ou autre, même si évidemment il y a des scènes glauques et tout, mais voilà, on a tout vu, ça. On a tout vu de ça. Mais franchement, voilà, si vous n'avez pas peur du ridicule tout en étant happé et accroché par le visuel, allez-y, quoi. Si vous aimez passer d'une sensation à l'autre tout en prenant un malin plaisir à un malin plaisir, parce qu'elle démonte, non, c'est trop drôle ou pas. Si vous voulez prendre un malin plaisir à vous prendre une claque visuelle, allez-y, quoi. Regardez-le. Il est facilement trouvable. Hein. On va pas dire où, mais bon, c'est pas compliqué. Et voilà, ça change des films qu'on peut voir en ce moment au cinéma ou autre, même s'il y a de très bonnes choses et tout qui sortent aussi. Voilà, ce film est unique et ça fait du bien de voir des trucs comme ça, un peu omni-extraterrestres de temps en temps, qui nous font remonter le temps également. Voilà, c'était mon envie, oui, c'était mon envie de voir ce film et c'était mon avis sur ce Mandy de Panos Cosmatos avec Nicolas Cage, avec des acteurs secondaires intéressants, dont un qui joue d'ailleurs le roi des Walkers dans Game of Thrones, voilà. Il y a aussi Bill Duke qui avait joué dans Predator, me semble. Voilà, donc ouais, un bon petit casting sympa et des acteurs tous dedans à fond et qui ont pris plaisir à faire ce film, ça se voit. Et quand tu ressens ça, eh ben, tu prends un plaisir à regarder aussi, forcément. Allez, à la prochaine. Ciao.